quotidien. Alors je vous donne la parole, vous êtes déjà exprimé, mais redites qui vous êtes, parce que vous défendez surtout aussi le domicile. Exclusivement le domicile. Mais si je ne le défends pas, qui le défendra? Alors je suis Christiane Martel. Je pense qu'effectivement, je suis connue de beaucoup de personnes. Je voudrais faire un peu un prolongement aux interventions de Madame Caron d'Église et de Michel Frémontier. Parce que ce citoyen, eh bien, il n'a quand même pas tous les droits. Notamment la loi dont on a déjà évoqué l'existence depuis ces 2 jours, la loi sur le droit des malades, cette loi elle est complètement muette sur le droit d'être soigné à domicile. Et donc, depuis quelques années, notre fédération, avec la pugnacité qui la caractérise, mais hélas, peut-être n'est pas en capacité d'évoquer des échos suffisamment dans la société, mais en tout cas, nous réclamons le droit fondamental d'être aidé, accompagné, soigné à domicile. Parce que ce droit-là n'existe dans aucun texte législatif et qu'il serait bon quand même de le mettre. Alors nous savons bien qu'un droit fondamental ne provoque pas forcément une réalisation. Si cela était, il est évident que plus personne serait mal logé puisque le droit au logement existe. Mais revenons au problème de l'aide à domicile. Bien sûr, cela pose un certain nombre de problèmes et les détracteurs du domicile n'hésitent pas à dire qu'il y a les limites du domicile. Bon, ils sont, je dirais, un peu fauchetons parce que les limites sont surtout des limites financières, bien qu'il y ait d'autres questions évidemment qui se posent. Néanmoins, nous sommes, nous, professionnels du domicile, dans une disposition à accompagner les personnes qui font un choix différent. C'est de notre... je vais utiliser un mot un peu désuet, c'est de notre devoir de faire en sorte qu'effectivement la personne puisse évoluer dans son choix. Et même si elle se détourne du domicile, il est vraiment de notre responsabilité de chercher à l'accompagner dans, je dirais, le repère d'un hébergement où elle pourra être le mieux possible. Mais nous sommes trop souvent témoins de décisions qui ne sont pas celles de la personne. Et moi, je reste très marquée par la réflexion d'une vieille dame qui était dans une très belle maison de retraite, superbe, et à qui un journaliste posait la question en lui disant « Mais vous êtes contente, madame, d'être dans ce bel établissement ?» Et la dame disait, comme si elle portait vraiment le poids de la tristesse du monde sur le dos, et elle disait « Ma fille dit que c'est mieux pour moi ». Il est évident qu'elle n'avait pas participé à la décision. Alors, bien sûr, se posent bien des problèmes et des questionnements éthiques. Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'à quelles possibilités pourrons-nous effectivement rester dans le domicile? Que devons-nous faire? Comment faire le choix entre, je dirais, le poids de la personne malade et puis aussi la capacité de l'aidant? Et moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, j'ai été ravie d'entendre l'histoire de la kiné de Bondy. Que qu'un mari ait pu trouver la force d'aller rechercher sa femme pour l'amener à son domicile. Moi, j'ai été ravie et merci, madame, de nous avoir raconté ça. Simplement une petite information pour finir sur une note un peu dynamique. Samedi prochain, il y a la finale des Olympiades interaccueil de jour Alzheimer à Paris. Vous êtes tous invités si vous avez envie de venir. C'est un stade, le stade... qui est à la porte de Clignancourt et qui nous a été prêté par la ville de Paris. Donc nous avons 50 participants qui font cette épreuve et ce sont les personnels des accueils de jour qui animent avec les aidants et des tas de gens. Donc voilà, vous êtes invités avec grand plaisir. Vous pouvez faire ça dans vos EHPAD, dans vos accueils de jour. Ça marche très très bien en fait. Merci. Oui, brièvement, je crois qu'il faut rappeler que le principe c'est l'inverse. C'est-à-dire il ne faut pas inscrire dans la loi le droit d'être maintenu à domicile. Le principe, c'est que chaque personne adulte, même lorsqu'elle est sous protection, choisit le lieu de sa résidence. Donc il faut l'entendre, il faut l'accompagner, il faut qu'elle puisse exprimer un consentement. Et si elle ne peut pas être maintenue à domicile, pour un certain nombre de raisons, il faut que collectivement les professionnels prennent une décision. Mais vous voyez bien que la façon dont vous avez posé la question, c'est réintroduire ce qui finalement est le droit. Le droit, c'est que chaque personne ne doit pas rentrer en établissement contre son gré. Et quand j'ai dit tout à l'heure que la signature du contrat d'entrée en établissement, le contrat de séjour posait problème, c'est qu'actuellement, si on regarde à l'aune du droit, ça n'est pas la personne âgée qui signe le contrat d'entrée. On le sait tous.
Et on sait plus que ça, c'est que l'entrée en établissement est quelquefois une surprotection, quelquefois pour de bonnes raisons, quelquefois pour de très mauvaises raisons. On a des familles bienveillantes, mais nous savons aussi que nous avons des familles parfois qui se déchirent. Et donc ceux qui sont bienveillants ne l'emportent pas toujours. Je crois que ça va évidemment évoquer des choses chez vous. Mais il faut vraiment bien avoir conscience que de toute façon, l'entrée en établissement est un traumatisme parce que pratiquement jamais c'est une demande qui a été anticipée par la personne elle-même. Donc remettons les choses dans l'ordre. Nous avons le droit tous de choisir le maintien à domicile. Et il faut simplement rappeler l'ordre des textes qui sont épars. Vous avez cité tout à l'heure la loi de 2002, la loi de 2005. La loi de 2007 est une loi absolument fondamentale et qui ne dit pas simplement qu'il faut placer les gens sous protection. Elle rappelle que les gens disposent tous, tout un chacun, même malade, dispose des droits fondamentaux. Et parmi ces droits fondamentaux, il y a celui de la liberté d'aller et venir et la liberté de rester chez soi si on le veut parce qu'on a choisi ce domicile. Merci. Merci, madame. Tu veux conclure, Benjamin ? Oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai l'impression, mais peut-être artificielle, qu'il y a deux idées qui relient toutes ces interventions. La première idée, c'est celle de lumière, d'obscurité, qui revient dans les mots de Benoît Hérault. On voit effectivement officieux, officiel, cette tension. On le voit chez vous, Madame Frémontier, et chez vous, Docteur Richir, l'invisibilité. Vous parlez de faire réapparaître effectivement des personnes dans la ville. Et puis, puisque les juristes ont leur marotte et que nous sommes, vous le savez, assez dingue de latin aussi, je ne peux pas m'empêcher de constater ce fil directeur qui anime cette table ronde et cette tension en même temps entre d'un côté ce que les latins appelaient l'urbs, c'est-à-dire vraiment qui a donné le terme d'urbanisme, la construction de la ville, la mégalopole, la métropolis, et puis de l'autre côté la civitas, qui est la civilité, qui a donné le droit civil. Et donc là où les latins distinguaient, nous n'avons finalement qu'un seul terme aujourd'hui, où nous parlons de cité avec un C majuscule, et en réintroduisant peut-être cette distinction, nous aurons peut-être une chance, je le crois, effectivement, d'arrêter de tout mélanger et de permettre de poser les vraies questions. Je vous remercie à tous. Alors restez...